Il pleuvait ce mardi de novembre à Paris. Le ciel gris foncé semblait refléter le pressentiment que je ressentais depuis que mon réveil avait sonné. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais dans l'air, dans ce picotement inconfortable qui s'installe dans l'estomac sans prévenir. Tandis que je marchais dans les couloirs de Technovision France, où je travaillais depuis plus de 8 ans comme directrice de projet, je sentais les regards de mes collègues me suivre avec un mélange de pitié et de soulagement. Soulagement de ne pas être ceux qui recevraient de l'appel des ressources humaines. « Bonjour Claire, tu peux passer à mon bureau un instant ?» m'avait dit Louise, la responsable RH, d'un ton qui se voulait décontracté, mais qui ne trompait personne. Ces derniers mois, cette phrase était devenue le prélude au licenciement. L'entreprise était en restructuration, comme le disaient les communiqués internes que nous recevions chaque semaine. Je respirais profondément avant de frapper à la porte. À l'intérieur, Louise était assise derrière son bureau en acajou, accompagnée de Julien, le nouveau directeur financier qu'ils avaient fait venir du siège de Lyon. Un homme froid, qui voyait les employés comme des chiffres sur une feuille de calcul. « Assieds-toi, je t'en prie », dit Louise, en désignant la chaise devant son bureau. Elle ne me regarda pas directement dans les yeux. Mauvais signe. Le bureau sentait le café fraîchement moulu et se désodorisant à la vanille que Louise utilisait toujours. Mais aujourd'hui, ces odeurs familières me donnaient la nausée. Julien s'éclaircit la gorge et alla droit au but. « Claire, l'entreprise traverse une période difficile. Nous avons revu tous les départements et devons faire des ajustements importants pour rester compétitifs. » J'acquiesçais machinalement. J'avais entendu cette introduction tant de fois ces dernières semaines que je pouvais la réciter par cœur. « Ton profil est précieux pour nous, » continua Julien, « mais nous devons renégocier ton contrat. » Louise fit glisser un papier sur le bureau. Je le regardais sans le toucher, comme si c'était un serpent sur le point de me mordre. « Nous offrons 2 options aux employés de ton niveau, » expliqua Louise, d'une voix monocorde. « Soit accepter une réduction de salaire de 74% en conservant tes responsabilités actuelles, soit... » Mon esprit se déconnecta un instant. 74%. Pas 10, pas 20, 74. C'était pratiquement me demander de travailler gratuitement. « Soit quoi ?» demandai-je, surprise que ma voix sonne si calme, alors qu'à l'intérieur je me sentais m'effondrer. « Soit nous chercherons quelqu'un qui pourra s'adapter aux nouvelles conditions de l'entreprise », compléta Julien, imperturbable. Mes mains devinrent glacées d'un coup. Je sentis le poids de ces mots avant même de lire le document. Ma tête commença à calculer automatiquement. Le prêt de l'appartement, l'école des enfants, les médicaments pour l'asthme de Lucie, ma fille cadette, l'ordinateur dont Paul, mon fils aîné, avait besoin pour le lycée. Tout défila dans mon esprit comme un tourbillon. Il savait tout. Il savait que j'étais mère célibataire avec 3 enfants, que Lucie, ma petite de 7 ans, avait besoin de médicaments quotidiens pour l'asthme, que Paul venait de commencer le lycée et m'avait demandé un ordinateur que nous ne pouvions pas nous permettre, qu'Hélène, ma cadette, avait besoin d'un appareil dentaire. Il savait que depuis que Marc m'avait quitté il y a 4 ans, je n'avais personne sur qui compter financièrement. Et malgré cela, il me poussait ce papier comme si c'était une proposition raisonnable, comme si j'avais vraiment le choix. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir », dis-je, sentant mon cœur battre si fort que je craignais qu'il puisse l'entendre. « Bien sûr », répondit Louise, avec un soulagement évident. « Tu as 2 jours pour décider. 2 jours. 48 heures pour choisir entre la misère ou le chômage. Entre m'humilier ou risquer de ne pas pouvoir nourrir mes enfants. » Je pris le papier de mes mains tremblantes et le pliai soigneusement, le rangeant dans la poche de mon blazer bleu marine, celui que j'avais acheté en solde l'année dernière et que je chérissais comme un trésor. « Merci de votre compréhension », dis-je en me levant. Les mots sonnaient creux, faux, mais c'était la seule chose que je pouvais dire sans m'effondrer. Retourner à mon bureau, c'était comme traîner toute ma vie derrière moi. Chaque pas résonnait de peur. Peur de décevoir mes enfants. Peur de perdre tout ce que j'avais construit avec tant d'efforts. Mais quelque part, sous cette peur paralysante, quelque chose s'agita. Une petite étincelle de dignité, de rébellion. Je m'assis devant mon ordinateur, immobile, tandis que le monde autour de moi continuait de tourner. Mes collègues travaillaient, parlaient, riaient nerveusement. Je ne pouvais que regarder l'écran sans vraiment le voir, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Je ne pleurais pas encore. Au lieu de cela,
J'ouvris ma boîte mail et commençai à organiser mes fichiers, comme si je mettais de l'ordre dans mon esprit. Pendant ce temps, mon cerveau travaillait, cherchant des options, des solutions, n'importe quelle issue à cette impasse dans laquelle il m'avait remise. Le reste de la journée passa dans une sorte de brouillard. J'assistais à des réunions, répondis à des emails, même souriais quand il le fallait. Mais à l'intérieur, la tempête ne se calmait pas. À la fin de la journée, quand tout le monde commença à ranger ses affaires, je restais là, assise, regardant par la fenêtre la pluie qui n'avait pas cessé de toute la journée. Paris semblait gris et flou à travers la vitre mouillée, aussi diffuse que mon avenir. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, je m'assis à la petite table de la cuisine de mon appartement à Montrouge. Dehors, Paris restait sous la pluie persistante qui frappait rythmiquement contre la fenêtre. Les enfants dormaient enfin, après un dîner improvisé avec ce qui restait dans le frigo. Je n'avais pas eu la force d'aller au supermarché. Demain, me dis-je, demain je penserai à tout. Mais demain était déjà là, me pressant de toutes parts. Le papier plié sur la table semblait se moquer de moi. Je l'avais lu tant de fois que je pouvais le réciter par cœur. Réduction salariale de 74%, restructuration, nouvelles conditions de marché, des mots froids qui cachaient une réalité brutale. Il ne me valorisait pas. Il ne l'avait jamais fait. L'horloge de la cuisine indiquait 23h30. Trop tard pour appeler qui que ce soit, me dis-je. Mais qui allais-je appeler de toute façon? Ma sœur vivait à Nice avec sa famille et avait bien assez de ses propres problèmes. Ma mère, dans sa maison de retraite à Bordeaux, pouvait à peine subvenir à ses besoins avec sa petite pension. Mes amis, beaucoup s'étaient éloignés quand je m'étais séparée de Marc. La solitude de la maternité en solo m'avait isolée plus que je ne voulais l'admettre. Alors, je me souvins de la carte. Je me levai d'un bond et allai à la chambre. Dans le tiroir de ma table de chevet, je gardais un vieil agenda, de ceux que plus personne n'utilise à l'ère des smartphones. Je l'ouvris avec des doigts impatients, feuilletant les pages jusqu'à trouver ce que je cherchais. Il était là, légèrement plié au coin. Damien Leclerc, directeur des opérations, Tech Solutions Avancées, TSA. Le nom que chez Technovision France on ne prononçait qu'à voix basse. Notre plus grand concurrent. L'entreprise qui nous mangeait le marché mois après mois, projet après projet. Et Damien Leclerc, l'homme qui avait débauché plusieurs de nos meilleurs ingénieurs ces 2 dernières années. J'avais rencontré Damien 6 mois auparavant, lors d'un congrès technologique à Toulouse. Nous avions coïncidé lors d'un panel sur l'innovation en entreprise, et à ma surprise, nous avions tout de suite sympathisé, malgré le fait de travailler pour des entreprises rivales. À la fin de l'événement, il me tendit sa carte. « Si jamais tu veux changer, appelle-moi », me dit-il avec un sourire que j'avais alors interprété comme une simple courtoisie. Je revins à la cuisine, avec la carte en main. Le numéro était toujours là, clair et visible. Serait-il trop tard pour appeler? Serait-ce trop désespéré? Ne serais-je pas en train de trahir mon entreprise, mes collègues? Mais ils m'avaient trahi les premiers, me rappelai-je. 8 ans de dévouement, d'heures supplémentaires non payées, de projets livrés à temps même au détriment de mon temps avec mes enfants. Et c'est ainsi qu'ils me le payaient. Avec un soupir profond, je pris mon portable et composai le numéro. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Il était presque minuit. Personne ne répondrait. Tant mieux. Je pourrais me dire qu'au moins j'avais essayé. Mais après la 3e sonnerie, quelqu'un décrocha. « Allô ?» La voix sonnait claire, éveillée. Ma gorge se dessécha d'un coup. J'avais espéré une boîte vocale, une secrétaire tout au plus. Pas lui directement. « Bonjour, c'est Claire Dubois. Nous nous sommes rencontrés au congrès de Toulouse il y a quelques mois. Je ne sais pas si tu te souviendras de moi. »« Claire, » m'interrompit-il, et je pouvais presque sentir son sourire de l'autre côté. « Bien sûr que je me souviens de toi. En fait, j'attendais ton appel. » Je restai sans voix un instant. J'attendais mon appel? À minuit? Après si longtemps? Excuse-moi d'appeler si tard, m'excusai-je. C'est un mauvais moment, n'est-ce pas? Je peux rappeler demain. C'est le moment parfait, dit-il calmement. J'étais en train de revoir des rapports. De plus, j'ai le sentiment que tu ne m'appelles pas par hasard. Ma main trembla légèrement en tenant le téléphone. Je ne m'étais pas préparée à cette conversation. Je n'avais pas pensé à ce que je devais dire exactement. Mais quelque chose dans son ton, dans cette familiarité inattendue,
me donna du courage. Tu as raison, admis-je. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, on m'a proposé une réduction de salaire de 74% chez Technovision France. L'alternative est de partir. Il y eut un bref silence de l'autre côté. Quand Damien reprit la parole, sa voix avait changé. Elle était plus sérieuse, plus professionnelle. Je m'y attendais. Ils font la même chose avec plusieurs de leurs meilleurs talents. C'est leur façon de réduire les coûts sans avoir à verser d'indemnité de licenciement. « Comment le sais-tu » demandai-je, surprise. « Claire, dans ce secteur, nous nous surveillons tous. Nous savons ce qui se passe chez la concurrence. Et ce qui se passe chez Technovision France n'est pas un secret. Ils sont en chute libre depuis qu'ils ont perdu le contrat avec le ministère. » C'était vrai. Le gros contrat pour numériser plusieurs ministères, que nous tenions pour acquis, s'était envolé il y a 3 mois. Depuis, la tension au bureau était palpable. Je ne sais pas quoi faire, avouai-je, sentant la vulnérabilité m'envahir. J'ai 3 enfants, un prêt immobilier, des responsabilités. Je sais, dit-il, me surprenant à nouveau. Je sais que tu as 3 enfants. Je sais que tu es la meilleure chef de projet que Technovision France ait eue depuis des années. Je sais que tu as mené à bien la plateforme numérique de la mairie de Paris quand tout le monde pensait qu'il était impossible de respecter les délais. Et je sais que tu mérites bien plus que ce qu'il t'offre. Je restais figée. Comment savait-il tout cela ? Nous avons observé, continua Damien. Nous connaissons ta valeur. Et nous attendions ce jour. Mon cœur fit un bond. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de la chance. Il m'avait suivi professionnellement, évaluant mon travail de loin. Pour la première fois de la journée, je sentis que je reprenais un peu de contrôle sur ma situation. « Que proposes-tu exactement » demandai-je, essayant de garder une voix ferme, professionnelle. Un poste de directrice de projet stratégique chez TSA. Un meilleur salaire que celui que tu as maintenant, pas celui qu'ils veulent te réduire. Une flexibilité horaire réelle, pas celle qu'ils annoncent, mais ne respectent jamais. Et ta propre équipe. De plus, nos bureaux sont à Levallois-Perret, plus près de l'école de tes enfants. Mon esprit tournait. C'était trop beau pour être vrai. Il devait y avoir un piège. Pourquoi moi ? Demandai-je directement. Il doit y avoir des dizaines de professionnels disponibles avec mon profil. Damien rit doucement. Parce que tu as quelque chose qui ne s'apprend, ni ne s'achète. Une expérience réelle, du jugement et de la loyauté. Tu es resté 8 ans dans une entreprise qui ne te valorise clairement pas. Imagine ce que tu pourrais faire dans un endroit où il le ferait. Je ne sus quoi répondre. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière au milieu d'un tunnel sombre. Je ne savais pas si je devais faire confiance, si je devais croire qu'il pouvait vraiment y avoir une issue digne à ma situation. « Tu n'as pas à décider maintenant », ajouta Damien, comme s'il lisait dans mes pensées. « Réfléchis-y, consulte ton oreiller. Mais si tu veux plus de détails, nous pouvons nous voir demain. Un café, sans engagement. Juste pour que tu vois que je suis sérieux. »« D'accord, » répondis-je, me surprenant par la rapidité de ma réponse. « On se voit à 11h ? J'ai la matinée libre. » Je mentais. Je n'avais pas la matinée libre. J'avais une réunion importante avec l'équipe de développement. Mais pour la première fois depuis des années, je sentis que moi et mes besoins étaient à la priorité. Parfait. Au Café de la Paix. C'est discret et à mi-chemin entre nos bureaux. En raccrochant, je restais à regarder le téléphone comme si c'était un objet étrange. La conversation avait été si fluide, si naturelle, qu'elle semblait irréelle. Avais-je vraiment parlé au directeur des opérations de notre plus grand concurrent ? M'avait-il vraiment offert un poste ? Cette nuit-là, je me couchais avec une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des mois. L'espoir. Je n'acceptais pas immédiatement l'offre de Damien, mais pour la première fois, l'avenir ne se présentait pas comme une menace imminente. Il se présentait comme une possibilité. Comme une porte qui, peut-être, était sur le point de s'ouvrir. Le lendemain matin, le soleil parisien filtrait par les interstices des stores avec une intensité inhabituelle pour novembre. Je me réveillai avant que l'alarme ne sonne, avec une clarté mentale qui me surprit. Pendant un bref instant, j'oubliais tout ce qui s'était passé la veille. Mais les souvenirs revinrent en cascade. Le papier sur le bureau, la proposition humiliante, l'appel nocturne. Je me levai et me regardai dans le miroir. Les cernes étaient toujours là, témoignage de mois de soucis et de nuits d'insomnie. Mais il y avait quelque chose de différent dans mon regard, un éclat que je n'avais pas vu depuis longtemps. Dans la cuisine,
Je préparais le petit déjeuner pour les enfants avec un enthousiasme que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Des crêpes au sirop, quelque chose que je faisais le dimanche, mais que j'avais abandonné par manque de temps et d'énergie. L'arôme sucré emplit le petit appartement. « Maman ?» La voix somnolente d'Hélène, ma fille de 10 ans, me surprit. Elle était sur le seuil de la cuisine, se frottant les yeux d'incrédulité. « Tu fais des crêpes ? Aujourd'hui, c'est mercredi. »« Oui, chérie. Aujourd'hui, c'est mercredi crêpes, » répondis-je avec un sourire. « Va réveiller tes frères avant qu'elles ne refroidissent. » Hélène me regarda étrangement, mais ne discuta pas. Elle courut vers les chambres en criant la bonne nouvelle. Bientôt, la cuisine se remplit du tumulte de 3 enfants affamés, se disputant le sirop et parlant tous en même temps. « Maman, tu es malade ?» demanda Paul, mon fils aîné de 13 ans, en dévorant sa 3e crêpe. C'était le plus observateur des 3, celui qui me ressemblait le plus en caractère. « Non, pourquoi tu demandes ? Parce que tu souris. Et tu fredonnes. Et tu ne fais jamais de crêpes en semaine, expliqua-t-il, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Je restai paralysée un instant. Mon changement d'humeur était-il si évident ? Était-ce si étrange de me voir heureuse un matin comme les autres ? Je ne suis pas malade, répondis-je en l'embrassant sur le front. J'ai juste un bon pressentiment pour aujourd'hui. Ça va être une bonne journée. Et pour la première fois depuis longtemps, je le croyais vraiment. Après avoir déposé les enfants à l'école, qui, heureusement, n'était qu'à 10 minutes à pied de la maison, je pris le métro pour aller au travail. Normalement, ce trajet était un temps mort, des minutes perdues pendant lesquelles je me contentais de regarder mon portable ou de repasser mentalement les tâches de la journée. Mais aujourd'hui, chaque station semblait plus lumineuse, chaque visage dans le wagon plus intéressant. J'observais les gens, la vieille dame avec son sac de course, le jeune homme avec des écouteurs qui bougeaient les lèvres en suivant une chanson silencieuse, le cadre avec sa mallette qui consultait sa montre toutes les 2 minutes. Tous avec leur vie, leurs problèmes, leurs espoirs, comme moi. En arrivant au bureau, je remarquai immédiatement le changement d'ambiance. Louise, des RH, évita mon regard lorsque nous nous croisâmes dans le couloir. Mon superviseur, Alexandre, me salua à peine d'un vague geste depuis son bureau. C'était comme si j'avais déjà été effacée, comme si j'étais déjà un fantôme dans l'entreprise. Je m'assis à mon bureau et allumai l'ordinateur. J'avais plusieurs emails urgents, une réunion dans 20 minutes et un rapport à présenter cet après-midi. La routine habituelle. Mais aujourd'hui, tout était vu sous un autre angle. J'ouvris mon agenda et regardai l'heure. 11 heures. Mon rendez-vous avec Damien au Café de la Paix. J'avais envoyé un court message à Alexandre, lui disant que je ne pourrais pas assister à la réunion pour une affaire personnelle urgente. Je ne donnai pas de détails et n'attendis pas son approbation. Pour la première fois, je sentis que je ne devais d'explication à personne dans cette entreprise. À 10h30, je sortis discrètement. Personne ne me demanda où j'allais. Soit ils s'en fichaient, soit ils supposaient que j'étais trop affectée par la proposition de la veille. Dans tous les cas, cela me bénéficiait. Le Café de la Paix, en plein Opéra Garnier, était un classique parisien. Un lieu chargé d'histoire, fréquenté pendant des décennies par des écrivains, des artistes et des intellectuels. Un endroit discret, mais élégant, exactement comme Damien l'avait dit. Quand j'entrai, l'arôme du café fraîchement moulu et des pâtisseries traditionnelles m'enveloppa comme une chaude étreinte. Damien était déjà là, assis à une table au fond, partiellement caché par une colonne. Il portait un costume gris foncé, sans cravate, avec un air décontracté mais professionnel. Il se leva en me voyant et me salua de 2 bises, comme si nous étions de vieux amis. « Tu es venu », dit-il, avec un sourire sincère. « Tu as dit café sans engagement », répondis-je, lui rendant son sourire. « Et j'ai besoin de caféine pour digérer tout ce qui se passe. » Nous nous assîmes et commandâmes 2 cafés au lait et des croissants. La conversation coula avec une fluidité surprenante. Damien ne fit pas pression, n'essaya pas de me vendre l'entreprise comme le ferait un recruteur. Au lieu de cela, il me parla de projets concrets, de la philosophie de travail chez TSA, de la manière dont il valorisait l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. « Les gens heureux travaillent au mieux », dit-il à un moment donné. « Ce n'est pas de l'altruisme, c'est du bon sens commercial. » Je lui parlais de mes enfants, de ma situation, de mes craintes. Je ne me retins pas. Je ne filtrais rien. Je sentis que je pouvais être honnête,
que je n'étais pas jugée ou évaluée constamment. Pourquoi maintenant ? Demandai-je finalement. Pourquoi pas il y a 1 an ou dans 6 mois ? Damien but une gorgée de son café avant de répondre. Le timing est important en affaires, Claire. Il y a 1 an, tu n'aurais même pas accepté de prendre ce café avec moi. Tu étais fidèle à ton entreprise. Tu croyais au projet. Maintenant, ils ont rompu ce lien de confiance. Et nous sommes au moment parfait pour grandir, pour innover. Nous avons besoin de talents comme le tien. Après presque 2 heures, Damien me tendit une enveloppe. Voici notre proposition formelle. Lis-la tranquillement. Consulte qui tu veux. Et quand tu seras prête, tu m'appelles. Je pris l'enveloppe et la rangeai dans mon sac sans l'ouvrir. Je ne voulais pas qu'il semble que seul l'argent m'importait, bien que ce soit évidemment un facteur crucial. « Merci de ton temps », dis-je en me levant. « Je t'appellerai demain. J'attendrai », répondit-il simplement. Je sortis du café avec une sensation étrange. Au lieu de retourner au bureau, je décidai de marcher un moment le long des Tuileries. La journée était trop belle pour la gâcher enfermée dans un cubicule où plus personne ne me valorisait. Tandis que je marchais, je pensais au contraste. Hier, un papier sur un bureau menaçait ma stabilité. Aujourd'hui, une enveloppe dans mon sac promettait un nouveau départ. La vie pouvait changer si vite, pour le pire ou pour le meilleur. Je trouvai un banc vide devant le jardin des plantes et m'assis. Je sortis l'enveloppe et l'ouvris de doigts tremblants. La proposition était meilleure que ce à quoi je m'attendais. Bien meilleure. Le salaire dépassait de 20% celui que j'avais actuellement chez Technovision France. Les conditions de travail étaient excellentes. Horaires flexibles, possibilité de travailler à domicile 2 jours par semaine, assurance maladie privée pour moi et mes enfants. Je rangeai les papiers et fermai les yeux, laissant le soleil de novembre, étonnamment chaud, caresser mon visage. Une sensation de calme m'envahit. Ce n'était pas du bonheur. Pas encore. C'était quelque chose de plus basique et à la fois plus profond. La certitude que j'avais des options, que je n'étais pas piégée. Je retournai au bureau après 14 heures. Personne ne remarqua mon absence prolongée. Ou s'ils le firent, ils ne dirent rien. Le reste de l'après-midi, je le passais à régler mes affaires. Organiser des fichiers, sauvegarder des contacts personnels, finaliser des projets en cours. Je n'agissais ni par dépit, ni par colère. Je me préparais simplement. Quand je sortis cet après-midi-là, je passai devant le bureau de Louise. La porte était entr'ouverte et je pus voir le papier, ma copie de la proposition, toujours sur le coin de son bureau. Non signé. Je souris légèrement et continuai de marcher, chaque pas plus ferme que le précédent. La fille qui était entrée brisée la veille avait disparu. À sa place, émergeait une femme qui avait enfin retrouvé sa valeur. Et cette femme avait une décision à prendre. Le lendemain, j'entrai au bureau de Technovision France 30 minutes plus tôt que d'habitude. La lumière blafarde des néons éclairait à peine les couloirs déserts. J'avais passé la nuit blanche, repassant mentalement chaque détail, chaque mot que je dirais. Je portais mon costume bleu marine, le même que j'avais acheté pour l'entretien d'embauche 8 ans auparavant. Une petite ironie que seul moi pouvais apprécier. Paris s'éveillait lentement sous un ciel clair qui promettait un autre jour étonnamment lumineux pour novembre. J'avais laissé les enfants avec la voisine, Madame Dupont, une retraitée qui était devenue une partie de notre petite famille. « J'arriverai tard aujourd'hui », lui avais-je dit. « J'ai une réunion importante. » Elle ne posa pas de questions, se contenta d'acquiescer avec cette sagesse silencieuse de celle qui a assez vécu pour comprendre qu'il y a des jours qui changent des vies. Le bureau de Louise était déjà ouvert, à ma surprise. Je la trouvais en train de ranger des dossiers ou de faire semblant de le faire. Elle arrivait toujours tôt, une tactique qu'elle utilisait pour montrer son engagement envers l'entreprise, bien que nous savions tous qu'elle évitait simplement le trafic. « Bonjour », dis-je depuis la porte. Elle leva les yeux, surprise de me voir si tôt. « Claire, bonjour. Je ne t'attendais pas si tôt. J'avais besoin de te parler avant que la journée ne commence, » répondis-je, en entrant et en fermant la porte derrière moi. Je m'assis sans attendre d'invitation. Louise semblait mal à l'aise, comme si elle pressentait ce qui allait arriver. Elle posa les dossiers et s'assit aussi, posant ses mains sur le bureau, dans un geste qui se voulait professionnel, mais révélait de la nervosité. « As-tu pris une décision ?» demanda-t-elle, regardant du coin de l'œil le papier toujours non signé qui restait sur le coin de son bureau. « Oui », répondis-je calmement, en soutenant son regard. Je sortis une enveloppe de mon sac et la posai devant elle. « Voici ma lettre de démission. » Elle prend effet immédiatement. Louise cligna des yeux.
déconcertée. Ce n'était clairement pas la réponse qu'elle attendait. Peut-être pensait-elle que je viendrais négocier, supplier, demander plus de temps. « Tu démissionnes ?» répéta-t-elle, comme si elle n'avait pas compris mes mots. « Claire, tu es peut-être précipitée. Nous pourrions parler à Julien, voir s'il y a une flexibilité. » « Il n'y a rien à discuter, Louise. » L'interrompis-je avec fermeté, mais sans hostilité. J'ai reçu une meilleure offre. Dans un endroit qui valorise mon expérience et mon talent. « Une autre entreprise ?» demanda-t-elle, et je vis son expression passer de la surprise à l'inquiétude. « Puis-je demander laquelle ?»« Je préfère ne pas le dire pour l'instant, » répondis-je. Je ne voulais pas mentir, mais je n'avais pas non plus besoin de lui donner cette information. « Tu le sauras bientôt, je suppose. » Louise prit l'enveloppe et l'ouvrit de doigts légèrement tremblants. Elle lut la lettre en silence. Elle était brève, professionnelle, sans reproches ni explications inutiles. Elle communiquait simplement ma décision de quitter l'entreprise immédiatement, comme le permettait mon contrat avec 1 mois de préavis que j'avais préféré compenser financièrement. « C'est très soudain, » dit-elle finalement. « Tu sais qu'il y a des projets en cours, des clients qui comptent sur toi. » Les mêmes clients pour lesquels j'allais être payé 74% de moins, répondis-je, en gardant un ton neutre. J'ai laissé toute la documentation en ordre. Romain peut parfaitement prendre en charge le projet Louis Vuitton, et Sophie est plus que prête à diriger la migration des systèmes de la Banque nationale. Louise acquiesça lentement. Elle connaissait bien mon équipe. Elle savait que ce que je disais était vrai. Je m'étais toujours préoccupée de former mes gens, de distribuer les connaissances, de ne pas être indispensable. Maintenant, cette prévoyance jouait en ma faveur. « Puis-je te demander quelque chose, Claire ?» dit Louise après un moment. Son ton avait changé. Il était moins professionnel, plus personnel. Est-ce juste pour l'argent ou y a-t-il autre chose? La question me surprit. Je ne m'attendais pas à ce moment d'honnêteté, à cette fissure dans la façade corporative. Pendant un instant, je revis la Louise que j'avais connue il y a des années, avant que la pression et les coupes budgétaires ne la transforment en une simple exécutrice de décisions étrangères. « C'est par dignité, Louise, » répondis-je finalement. « L'argent compte, bien sûr. J'ai 3 enfants, un prêt immobilier, des responsabilités. Mais ceci, je désignais le papier de la réduction salariale. Ce n'est pas seulement une question économique, c'est un manque de respect. C'est me dire que 8 ans de dévouement, de sacrifice, d'excellents résultats ne valent rien. » Louise baissa les yeux, et je sus que j'avais touché juste. Elle le savait. Peut-être même avait-elle lutté contre cette décision lors d'une réunion de direction. Mais au final, elle avait cédé, comme tant d'autres. « Je comprends, » dit-elle à voix basse. « Je préparerai les papiers nécessaires. Veux-tu que nous parlions à ton équipe ensemble ?»« Je préfère le faire moi-même, » répondis-je en me levant. « Je le leur dois. » Je sortis de son bureau avec une sensation étrange, mélange de soulagement et de mélancolie. 8 ans ne s'effacent pas d'un coup de baguette magique, quelles que soient les raisons de partir. J'avais grandi professionnellement dans ces bureaux, j'avais noué des amitiés, j'avais surmonté des défis qui me semblaient impossibles. Une partie de moi resterait toujours là, dans les murs beiges, dans les salles de réunion au nom de villes françaises, dans la petite cuisine où nous fêtions les anniversaires, avec des quiches lorraines faites maison. Mon équipe arrivait déjà. Je les rassemblais dans notre salle habituelle, Bretagne, la plus petite mais celle qui avait les meilleures vues sur les Champs-Élysées. Leurs visages reflétaient la curiosité, un peu d'inquiétude. Les nouvelles volaient au bureau. Ils savaient sûrement que quelque chose d'important se passait. Je vais être directe, commençai-je, les regardant un par un dans les yeux. Aujourd'hui est mon dernier jour chez Technovision France. J'ai présenté ma démission ce matin. Le silence qui suivit fut dense, chargé de questions non formulées. Sophie, mon bras droit dans l'équipe, fut la première à parler. « C'est à cause de la réduction de salaire ?» demanda-t-elle directement. « Nous avons entendu des rumeurs. »« En partie, » admis-je. Ça n'avait pas de sens de le cacher. L'entreprise prend des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord, des décisions qui affectent la façon dont ils valorisent notre travail. Je les vis se regarder. Les rumeurs avaient atteint plus de personnes que je ne le pensais. « Où vas-tu » demanda Romain, toujours pratique, toujours direct. « Dans un endroit où le talent est respecté », répondis-je simplement. Je ne peux pas donner plus de détails maintenant, mais vous le saurez bientôt. Nous passâmes l'heure suivante à organiser la transition.
Je répartis les responsabilités, expliquai les points critiques de chaque projet, répondis aux questions techniques. C'était une excellente équipe, elle l'avait toujours été. Ils survivraient sans moi, même prospéreraient. J'en étais sûre. À la fin de la réunion, alors que tous s'apprêtaient à partir, je m'arrêtai un instant. Une dernière chose, dis-je. Ne permettez jamais qu'on vous fasse sentir que vous êtes dispensable, que vous êtes des numéros sur une feuille de calcul. Chacun de vous a une valeur qui va au-delà de ce que cette entreprise, ou toute autre, peut mesurer. N'oubliez pas. Les mots sortirent avec plus d'émotion que je ne l'avais voulu. Je vis certains acquiescer, d'autres baisser les yeux, réfléchis. Je ne savais pas si j'avais semé une graine de changement ou simplement exprimé une évidence. Mais je sentis que je devais le dire, que je leur devais au moins cette petite vérité. Le reste de la journée passa dans un flou de tâches administratives, d'adieux discrets, d'emails finaux. Il n'y eut pas de grande cérémonie, pas de gâteau de départ. Je ne le voulais pas. Je préférais la simplicité, la dignité silencieuse de celle qui sait qu'elle prend la bonne décision. Quand je sortis du bâtiment pour la dernière fois, avec une petite boîte contenant mes maigres effets personnels, le soleil de l'après-midi baignait les Champs-Élysées d'une lumière dorée. Je m'arrêtai un instant, respirant profondément l'air frais de novembre, laissant la réalité de ce que je venais de faire m'atteindre complètement. J'avais démissionné. J'avais sauté dans le vide sans filet. Et, étonnamment, je ne ressentais pas de peur. Seulement une étrange légèreté, comme si je m'étais débarrassée d'un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de vivre sans lui. Mon premier jour chez Tech Solutions Avancées fut comme entrer dans une dimension parallèle. Les bureaux, situés dans un immeuble rénové du début du XXe siècle dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, étaient lumineux et spacieux. Rien à voir avec les cubicules gris et les murs usés de Technovision France. « Bienvenue dans ta nouvelle maison professionnelle », me dit Damien, qui m'attendait dans le hall. Il portait un pull bleu marine sur une chemise blanche, une tenue plus décontractée que le costume formel de notre réunion au Café de la Paix. « Prête à rencontrer ton équipe ?» J'acquiesçais, essayant de contrôler les nerfs qui me nouaient l'estomac. Malgré toute la confiance que j'avais gagnée ces derniers jours, repartir de zéro donnait toujours le vertige. Seulement 4 jours s'étaient écoulés depuis ma démission. 4 jours frénétiques de paperasse, d'appels, de préparatifs. Damien avait accéléré toutes les formalités pour que je puisse commencer le plus tôt possible. « Nous voulons profiter de ton élan », avait-il dit au téléphone. « De plus, nous avons des projets qui t'attendent. » Le week-end avait été étrange. Mes enfants avaient immédiatement remarqué le changement. « Tu es différente, maman », dit Hélène pendant le dîner du dimanche. « Tu parles plus. Et tu souris tout le temps. » Je ne leur avais pas raconté tous les détails, seulement que j'avais quitté mon travail pour un meilleur, avec plus de temps pour être avec eux. Paul, toujours perspicace, me regarda avec cette intensité qui me rappelait parfois tant son père. « Tu es sûr que c'est la bonne chose à faire ?» demanda-t-il quand les petits étaient déjà au lit. Je le serrai fort dans mes bras. « Complètement sûr, » répondis-je. Et c'était vrai. Maintenant, suivant Damien dans les couloirs de TSA, je sentais un mélange d'excitation et d'appréhension. Et si je n'étais pas à la hauteur ? Et si j'avais commis une erreur ? Et si tout était trop beau pour être vrai ? « Voici ton bureau », dit Damien, ouvrant une porte. Je restai sans voix. C'était un bureau spacieux, avec des fenêtres donnant sur une cour intérieure remplie de plantes. Un bureau en bois clair, une chaise ergonomique, des étagères, une petite table de réunion dans un coin. J'espère que ça te plaît. Tu peux le personnaliser comme tu veux, bien sûr. C'est parfait, dis-je, entrant lentement, presque avec révérence. Chez Technovision France, seuls les dirigeants avaient des bureaux individuels. Les autres partageaient des espaces ouverts, bruyants, impersonnels. « Ton équipe sera là dans 10 minutes, » continua Damien. « Ce sont 4 personnes excellentes. Elles travaillent sans leader clair depuis que Marie est partie en congé maternité. Elles sont impatientes de te rencontrer. » Il me laissa seul quelques minutes pour m'installer. Je posai les quelques affaires que j'avais apportées. Une photo de mes enfants, un petit cactus que Sophie m'avait offert pour mon départ, un nouveau carnet que j'avais acheté spécialement pour cette nouvelle étape. Des gestes symboliques qui m'aidaient à m'ancrer dans cette nouvelle réalité. L'équipe arriva à l'heure. Martha, développeuse front-end avec 10 ans d'expérience. Alexandre, ingénieur systèmes spécialisé en sécurité.
Laure, analyste de données avec un doctorat en mathématiques, et Serge le plus jeune, fraîchement diplômé en informatique et avec un enthousiasme contagieux. Ils se présentèrent un par un, sans formalité excessive mais avec respect. Il n'y avait pas de condescendance dans leurs regards, même si je venais de la concurrence. « Nous sommes ravis de t'avoir avec nous », dit Martha, qui semblait être la porte-parole non officielle du groupe. « Nous avons entendu de très bonnes choses sur ton travail sur le projet de la mairie. » Je fus surprise qu'ils connaissent des détails spécifiques de mon parcours. « Comment savez-vous pour la mairie ?» demandai-je. Serge laissa échapper un petit rire. « Dans ce secteur, tout se sait. De plus, Damien nous parle de toi depuis des mois. Il était convaincu que tu finirais par venir. » Cette révélation me laissa momentanément sans voix. Des mois ? Damien avait-il planifié cela depuis si longtemps ? La première réunion avec l'équipe se déroula avec une fluidité surprenante. Ils me mirent au courant des projets en cours, de la méthodologie de travail, des principaux clients. Ils écoutèrent mes idées avec attention, prirent des notes lorsque je suggérais quelques changements basés sur mon expérience. Il n'y avait pas de résistance, pas de territoires à défendre. C'était de la pure collaboration. À midi, Damien revint pour m'emmener déjeuner. « Tradition du premier jour », expliqua-t-il. « Tous les nouveaux déjeunent avec le directeur de leur service le premier jour. » Nous allâmes dans un petit restaurant près de là, de ceux que seuls les locaux connaissent. Le propriétaire salua Damien par son nom, nous conduisit à une table discrète au fond, nous commandâmes le menu du jour, un gazpacho léger, une paella aux légumes et un flan maison. Une cuisine simple, mais délicieuse. « Premières impressions ?» demanda Damien quand on nous servit le vin. « Je suis submergé, admis-je. Tout est si différent. L'espace, l'ambiance, l'attitude des gens. J'ai l'impression d'être passé d'une prison à un parc. » Damien rit de la comparaison. « Nous ne sommes pas parfaits, je te préviens. Nous avons nos problèmes, nos tensions, comme toute entreprise. Mais nous essayons de créer un environnement où le talent peut s'épanouir, pas se flétrir. »« Pourquoi moi, Damien ?» demandai-je directement. La question me taraudait depuis notre première conversation téléphonique. Vraiment, pourquoi tant d'efforts pour me recruter ? Damien me regarda fixement, réfléchissant à sa réponse. « Parce que j'ai reconnu quelque chose en toi quand nous nous sommes rencontrés à Toulouse. Une étincelle, une faim, une intelligence que ton entreprise gaspillait. J'ai vu comment tu as présenté ce panel sur l'innovation. Tu n'as pas lu un script préparé par le marketing comme les autres. Tu as parlé avec passion, avec de vraies connaissances. Et puis, quand j'ai enquêté sur ton parcours, j'ai confirmé mon intuition. » Il but une gorgée de vin avant de continuer. « Dans ce métier, la vraie valeur n'est pas dans la technologie, Claire. Elle est dans les personnes qui la créent, qui l'implémentent, qui la font fonctionner. Et des personnes comme toi sont rares. » Ces mots me touchèrent plus que je ne voulais l'admettre. Après des années à sentir que mon travail était invisible, que mes contributions étaient sous-évaluées, que j'étais moi-même dispensable, entendre quelqu'un reconnaître ma valeur de manière si claire était presque trop. « Merci, » dis-je simplement. « Je ne te décevrai pas. Je n'attends pas moins, » répondit-il avec un sourire. « Maintenant, mangeons, la paella refroidit. » Le reste de la journée passa à toute vitesse. Réunion, présentation, plus de paperasse administrative. Quand je regardais l'horloge, il était 17h30. « Tu devrais partir maintenant, » dit Martha, qui passait devant mon bureau. « C'est ton premier jour, tu n'as pas besoin de rester tard. »« Mais je dois encore revoir le rapport du projet Orange, » protestai-je faiblement. « Ça peut attendre demain, » insista-t-elle. « De plus, tu as des enfants qui t'attendent, non ? Va avec eux. » Je la regardais, surprise. Chez Technovision France, partir à l'heure était presque un péché, surtout si l'on était une femme, et doublement si l'on était mère. Les regards de reproche, les commentaires voilés sur l'engagement et les priorités étaient monnaie courante. « Merci, » dis-je, en ramassant mes affaires. « À demain alors. » Je sortis dans la rue, avec une sensation d'irréalité. Il était 6h moins le quart quand j'arrivais à l'école des enfants. Normalement, ils étaient les derniers à être récupérés, toujours à la limite des horaires de la garderie. Aujourd'hui, ils seraient un parmi les premiers. Le visage de Lucie, ma petite, quand elle me vit à la porte sitôt fut un cadeau. Ses yeux s'ouvrirent en grand, et elle courut vers moi les bras tendus. « Maman, pourquoi es-tu venue si tôt ? Tu es malade ?» Je la serrai fort dans mes bras.
respirant son parfum de crayon et de biscuits. « Non, chérie. C'est juste que maintenant je peux venir te chercher plus tôt. Ça te plaît ?» Elle acquiesça vigoureusement. « Beaucoup. On peut aller au parc avant de rentrer à la maison ? On peut. Dans le passé, j'aurais dit non, que j'étais fatiguée, qu'il fallait préparer le dîner, que demain il y avait école. Mais aujourd'hui, avec le soleil de l'après-midi qui brillait encore et cette nouvelle énergie qui parcourait mon corps, je ne pus que dire « Bien sûr, on va chercher tes frères et sœurs et on va au parc. » Cet après-midi-là, nous avons joué jusqu'au coucher du soleil. Nous avons couru, ri, acheté des glaces même s'il faisait frais. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai cuisiné pendant que les enfants faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine. Une scène quotidienne qui était auparavant exceptionnelle. Paul me regardait du coin de l'œil, surpris par ce changement, mais sans rien dire. Hélène fredonnait en résolvant ses exercices de mathématiques. Lucie dessinait avec application, tirant la langue en signe de concentration. Et moi, au milieu de ce chaos domestique si familier et à la fois si renouvelé, je sentis que quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était pas seulement le nouveau travail, le meilleur salaire, les conditions plus favorables. C'était quelque chose de plus profond. J'avais repris le contrôle de ma vie. J'avais cessé de survivre et avais recommencé à vivre. 6 mois passèrent comme un soupir. Le printemps était arrivé à Paris, habillant les parcs de couleurs et remplissant les terrasses de vie. Ma vie chez TSA avait trouvé son rythme, un équilibre que je n'avais jamais cru possible. Mon équipe, maintenant élargie de 2 personnes supplémentaires, fonctionnait comme un organisme parfaitement synchronisé. Nous avions remporté 3 projets importants, dont un pour le ministère de la Transformation numérique que Technovision France tenait pour acquis. Ce matin de mai, alors que je révisais les derniers détails d'une présentation dans mon bureau, mon portable vibra avec un numéro inconnu. J'hésitais à répondre. J'avais une politique non écrite de ne pas prendre les appels non identifiés pendant les heures de travail. Mais quelque chose m'incita à le faire. « Claire, c'est Sophie, de Technovision France. » Sa voix me transporta immédiatement à ma vie antérieure. Sophie, mon bras droit, la personne en qui j'avais le plus confiance dans mon ancienne équipe, celle qui m'avait offert le petit cactus qui, 6 mois plus tard, fleurissait à ma fenêtre. « Sophie, quelle surprise. Comment vas-tu » Il y eut un bref silence de l'autre côté. « Je suis... eh bien... plus ou moins. Je t'appelle parce que j'avais besoin de te parler. Tu as un moment ?» La gravité de son ton m'alarma. « Bien sûr. Dis-moi. »« Et tiens, il licencie des gens, » dit-elle à voix basse, comme si elle craignait d'être entendue. « Beaucoup de licenciements. Romain est parti la semaine dernière. Hélène de la comptabilité aussi. Et il y a des rumeurs selon lesquelles le département de développement sera le prochain. » Je ressentis une pointe d'inquiétude pour mes anciens collègues, mais pas de surprise. Les signes étaient là depuis longtemps. « Je suis vraiment désolée, Sophie, » dis-je sincèrement. « Tu vas bien ?»« Pour l'instant, » répondit-elle, sans trop de conviction. « Mais ce n'est pas pour ça que je t'appelle. C'est que, eh bien, tout le monde parle de toi, de la façon dont tu as eu le courage de partir, de la façon dont tu as prospéré. Cela me surprit. Ils parlent de moi ? 6 mois se sont écoulés, Sophie. Exactement. Et ces 6 derniers mois, ton ancien poste est resté vacant. Ils ont essayé de le pourvoir avec Romain, mais il n'a pas accepté les conditions. C'est pourquoi ils l'ont licencié. Puis ils ont fait venir quelqu'un d'externe. Mais ça a duré 3 semaines. L'ambiance est terrible, Claire. Les gens sont démotivés. Les clients se plaignent. Les projets prennent du retard. J'avais du mal à imaginer la détérioration d'une entreprise qui, malgré tous ses défauts, avait été solide pendant des années. Et Julien ? Et la direction ? Julien est parti il y a 2 mois. On dit qu'il est retourné à Lyon. Louise est en congé maladie pour stress. Et le plus incroyable, il cherche des gens pour remplacer ceux qu'il licencie, mais personne ne veut venir. Ton départ n'a été que le début, Claire. Il croyait que tu bluffais, que tu ne trouverais rien de mieux, que tu reviendrais en rampant. Quand ils ont vu que non, que tu avais vraiment trouvé un meilleur poste, ce fut comme ouvrir la boîte de Pandore. D'autres ont commencé à chercher, à se valoriser davantage, à ne pas accepter de conditions abusives. Tandis que j'écoutais Sophie, un mélange d'émotions m'envahissait. Je ne ressentais pas de joie face aux difficultés de mon ancienne entreprise.
J'y avais passé trop de temps. J'avais fait partie de sa croissance pendant des années pour lui souhaiter du mal. Mais je ne pouvais pas non plus éviter une certaine satisfaction à savoir que ma décision, cet acte de courage personnel, avait eu un impact au-delà de ma propre vie. Et toi, Sophie? As-tu pensé à chercher autre chose? Il y eut une pause de l'autre côté. En fait, c'est pour ça que je t'appelle. Crois-tu que chez TSA, il pourrait être intéressé par quelqu'un comme moi? La question me prit par surprise, bien que je n'aurais peut-être pas dû. Sophie était brillante, travailleuse, loyale, exactement le genre de talent que Damien valorisait. « Envoie-moi ton CV actualisé », répondis-je sans hésiter. « Je ne peux rien te promettre, mais je parlerai aux ressources humaines dès aujourd'hui. » Après avoir raccroché, je restais à regarder par la fenêtre, pensive. L'appel de Sophie avait ouvert une porte sur le passé, mais avait aussi confirmé quelque chose que je ressentais depuis longtemps. Ma décision ce jour de novembre n'avait pas été seulement un changement de travail. Cela avait été un acte de foi en moi-même, une reconnaissance de ma propre valeur qui, sans que je le sache, avait inspiré d'autres personnes. Cet après-midi-là, après le travail, je décidai de rentrer à pied au lieu de prendre le métro. Le trajet était plus long, mais la journée était trop belle pour gâcher une minute sous terre. Tandis que je marchais dans les rues de Paris, observant les gens, les arbres en fleurs, les vitrines printanières, mon esprit revenait sans cesse à ces jours de novembre qui avaient changé le cours de ma vie. Je me souvins de la peur, de l'incertitude, de la colère. Mais surtout, je me souvins de ce moment exact où j'avais décidé que c'en était assez, que je méritais mieux, que j'avais le droit et l'obligation de lutter pour ma dignité. Ça n'avait pas été facile. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est. En rentrant à la maison, je trouvais mes enfants en pleine activité. Paul, concentré sur son ordinateur portable, un cadeau pour son dernier anniversaire que nous pouvions maintenant nous permettre. Hélène, s'exerçant avec sa flûte pour le récital de la semaine suivante. Lucie, dessinant avec application à la table de la salle à manger, entourée de crayons de couleur. « Maman !» s'exclama Lucie en me voyant. « Regarde ce que j'ai dessiné pour toi. » Elle me montra un dessin coloré, 4 figures souriantes sous un soleil radieux. Notre famille, vue à travers ses yeux de 7 ans. « C'est magnifique, chérie, » dis-je en l'embrassant. « Tu sais quoi ? Je vais l'accrocher dans mon bureau demain. » Son petit visage s'illumina de fierté. « Vraiment ? Au travail ? Vraiment. Je veux que tout le monde voie à quel point ma fille est une artiste. » Paul leva les yeux de son ordinateur. « Aujourd'hui, j'ai eu 9 en maths, » annonça-t-il avec ce mélange de fierté et d'apparente indifférence si typique des adolescents. « C'est fantastique, » répondis-je, en m'approchant pour lui ébouriffer les cheveux, un geste qu'il supportait à peine auparavant mais qu'il acceptait maintenant avec un sourire discret. « Et moi, j'ai réussi à jouer le morceau entier sans me tromper, » ajouta Hélène, ne voulant pas être en reste. « Tu veux l'écouter ? » Bien sûr. Après le dîner, concert privé. Pendant que je préparais le dîner, avec Lucie comme assistante officielle, son travail consistait principalement à raconter des histoires pendant que je cuisinais, je pensais à tout ce qui avait changé dans nos vies ces derniers mois. Ce n'était pas seulement l'aspect économique, même si cela aidait sans aucun doute. C'était le temps. Du temps pour être ensemble, pour parler, pour partager. Du temps pour être une famille. Pas seulement des personnes qui se croisaient brièvement entre les obligations professionnelles et scolaires. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, je m'assis sur le petit balcon de notre appartement avec un verre de vin. Le ciel de Paris brillait avec cette clarté spéciale des nuits printanières. En bas, la ville palpitait avec son rythme nocturne. Conversations sur les terrasses, rires, musique lointaine. Je pensais à Sophie et à son appel. Je pensais à mes anciens collègues, à Louise, à Julien. Je pensais aux conséquences imprévues de nos décisions, à la façon dont un acte personnel peut déclencher une réaction en chaîne qui affecte d'autres personnes. Je ne ressentais pas de rancune. Le temps avait limé ses aspérités. Ce que je ressentais, c'était une sorte de paix, de certitude tranquille. J'avais été au bord du gouffre, sur le point d'accepter des conditions qui m'auraient détruite lentement, mais inexorablement. Et au lieu de reculer, j'avais sauté. Et le saut, loin de me mener à la chute que je craignais tant, m'avait mené à un meilleur endroit. Mon portable vibra avec un message. C'était Damien. « Sophie Lemaire. CV impressionnant. On l'interviewe jeudi ?» Je souris en lisant le message. La roue continuait de tourner. « Jeudi parfait. »
Elle est aussi bonne qu'elle le paraît sur le papier, répondis-je. Je posai le portable et retournai contempler la nuit parisienne. Quelque part dans la ville, Sophie serait peut-être sur son propre balcon, pensant à son avenir, aux possibilités qui s'ouvraient à elle. Et peut-être, sur un autre balcon, il y aurait quelqu'un d'autre regardant un papier sur sa table, un ultimatum, un carrefour, quelqu'un se débattant entre la peur et l'espoir. Et j'espérais, de tout cœur, que cette personne trouverait le courage de faire le saut. Parce que parfois, ce qui semble être la fin n'est que le début de quelque chose de mieux. Je l'avais découvert. Et cette leçon, cette vérité durement acquise, était peut-être l'accomplissement dont j'étais la plus fière. Je regardais à l'intérieur de mon appartement, où mes enfants dormaient en sécurité, où nous avions construit un foyer rempli de rires et de possibilités. Et puis je regardais vers l'horizon de Paris, vers cet avenir qui ne me faisait plus peur. « Merci », murmurai-je à la nuit, à la vie, à moi-même, de m'avoir rappelé ma valeur, de m'avoir donné la force de la défendre, et de me montrer que, lorsque nous osons exiger le respect, nous ne nous transformons pas seulement nous-mêmes, mais nous ouvrons des chemins pour que d'autres trouvent en leur propre force. Je terminai mon verre de vin et rentrai à la maison, fermant doucement la porte du balcon derrière moi. Demain serait un autre jour. Un jour de plus dans cette nouvelle vie que j'avais choisie pour moi et pour mes enfants. Une vie construite sur la base d'une vérité simple mais puissante, que nous méritons tous d'être valorisés, respectés et reconnus pour ce que nous sommes et pour ce que nous apportons au monde. Et que parfois, l'acte le plus courageux que nous puissions faire est simplement de dire non à ce qui nous diminue et oui à ce qui nous élève.